On ne sait jamais à quel modèle se référer pour prévoir le taux de change. Ce que l'on sait, c'est que nos modèles standards, qu'ils se rapportent au déséquilibre de paiement, aux écarts de taux ou aux écarts de prix, sont de très mauvais prédicteurs des fluctuations courtes des parités entre monnaies. La raison, on la connaît. La demande de devises n'est plus principalement dictée par les besoins liés aux transactions de biens ou de services. La demande intrinsèque de titres financiers et de monnaie, dictée par les anticipations des acteurs de marché, a pris le dessus sur les motifs commerciaux ou d'investissement réel. Tout cela est propre à générer ce que l'on appelle du surajustement et de l'instabilité. Et ce n'est pas parce que l'euro aurait retrouvé sa zone de confort pour les exportateurs du continent, autour de 1,20 ou 1,10, que sa baisse devrait nécessairement s'arrêter là. Si nous avions, il y a 6 mois, évoqué la possibilité d'un retour à la parité entre euro et dollar, ce n'était pas sur la base d'un modèle meilleur ou encore moins plus précis qu'un autre. Nous avions juste pris en compte les quelques rares régularités qui caractérisent l'évolution du change. 1. Le taux de change connaît des fluctuations longues autour de ce que l'on appelle la parité de pouvoir d'achat, c'est-à-dire qu'il s'enroule à très long terme autour de la parité qui égalise les prix entre deux régions du monde. C'est un point de référence très grossier, mais qui nous dit que les écarts de coûts et de productivité qui sous-tendent la formation des prix entre deux régions finissent par jouer comme force de rappel. Or, cette référence des PPA varie lentement. Et c'est sur cette base que l'on estime aujourd'hui que pour la France, le niveau de confort de l'euro est voisin de 1,15, tandis qu'il se situe à 1,25 côté allemand. 2. Ces fluctuations forment de grands cycles. Il existe de longues phases d'appréciation suivies de longues phases de dépréciation centrées autour de la PPA. Et c'est au nom de ces grands cycles que nous avions évoqué la possibilité d'un retour à 1 pour 1. Pourquoi avons-nous prédit ensuite que le début de dépréciation de l'euro qui se dessinait mi-2014 s'inscrivait probablement dans un de ces grands cycles? Pour 3 raisons principales. D'abord parce que nous constations que la précédente grande phase de dépréciation de l'euro à partir de 96-97 avait été le produit d'un très fort décalage conjoncturel de la zone euro par rapport aux États-Unis. Et c'est bien le cas aujourd'hui. Ensuite, parce que cette précédente vague de baisse s'était produite quand la reprise américaine avait besoin de l'embellie des autres. Et c'est à nouveau le cas aujourd'hui. La Fed a intérêt à éliminer le risque de déflation européenne. Enfin, parce que les rendements anticipés sur les actifs américains étaient alors orientés à la hausse. C'est bien ce que promet la fin du quantitative easing de la Fed aujourd'hui. Encore faut-il que ce resserrement ne fragilise pas les marchés d'actions. Et là encore, les niveaux de profitabilité observés outre-Atlantique, ainsi que les promesses des secteurs à haute technologie, fantasmés ou non, incitent à l'optimisme. Bref, les conditions de 1996-1997 semblent reproduites. Cela ne fait pas pour autant une prévision et encore moins une prévision précise. Cette analogie nous donne juste 2 indications. Premièrement, la baisse de l'euro et son maintien sous sa PPA peut s'inscrire dans la durée, de l'ordre de 5 ans, si l'on se réfère par exemple au cycle que je viens de citer. Cette durée va dépendre de la capacité de l'économie américaine à encaisser la revalorisation du dollar. Nous supposons pour l'instant que l'économie US a cette capacité, mais seule l'épreuve des faits nous dira ce qu'il en est. Deuxièmement, les séries longues indiquent que les parités oscillent entre 20 et 30% au-dessus ou en dessous de leur PPA. Cela veut dire que l'euro peut briser le plancher des 1, mais pas beaucoup plus. À 0,8, il serait déjà 35 à 40% inférieur à sa parité de pouvoir d'achat.